Bonsoir, bienvenue dans Envoyé spécial. Ce soir, vous découvrirez donc ce qui se cache derrière les fromages AOP. Nous enquêterons aussi au Sénat sur des soupçons de détournement d'argent public. Deux hommes sortent de l'ombre. Ils affirment avoir géré une caisse occulte pendant des années. Mon rôle consistait à rédiger des chèques, à les faire signer et ensuite à les remettre aux sénateurs. Je leur ai dit ça finira mal. Ils m'ont dit que j'étais con. Moi, j'ai dit d'accord. Une centaine de sénateurs de droite en auraient profité. La question exaspère certains élus. C'est un scandale, monsieur. Le Sénat s'est toujours très bien comporté. Et sous l'autorité du président Larcher, tout a été clair, transparent. Que d'autres fassent la même chose. Allez, merci. Nous reviendrons enfin sur le drame des Rohingyas en Birmanie, ces musulmans persécutés et contraints à l'exil. Imaginez un bon repas en famille ou entre amis, chez vous. Juste avant le dessert, vous apportez à vos invités le traditionnel plateau de fromage. Évidemment, vous avez choisi des produits AOP, appellation d'origine protégée, la crème du terroir français. Vous pensez que le Cantal, le Bleu d'Écosse ou le Camembert au lait cru de Normandie sont fabriqués par un petit producteur à l'ancienne? Eh bien, pas toujours. De plus en plus de fromageries artisanales sont rachetées par de grands industriels. Alors, êtes-vous certain de ce que vous achetez chez votre crémier de quartier? La qualité est-elle toujours au rendez-vous? AOP, des fromages à la chaîne, c'est une enquête signée Olivier Sibyl, Geoffrey Livolzi et Mathieu Préau. Pour vous raconter notre histoire, on a d'abord choisi une fromagerie modèle. Avec ses vitrines astiquées chaque matin, ses employés en tablier impeccable et sa grande cave d'affinage, où François Bourgon bichonne ses tomes et ses Saint-Nectaire. Comme ça, il se couvre, on voit cette apparition de poils de chat magnifique, c'est un duvet. Au bout d'une dizaine de semaines, on a développé du goût, on est sur un goût de terre, ça c'est du fermier, c'est de l'authentique. Sur la plupart des fromages, de beaux logos rouges et jaunes bien visibles. Eh ben voilà, Brie de Melun AOP. Le logo AOP est le même pour tous les fromages. L'AOP, vous connaissez, l'appellation d'origine protégée. Un gage d'authenticité pour des fromages stars. Le Münster, le Brie de Meaux et le célèbre Chabichou du Poitou. Bref, une bien belle fromagerie pleine d'odeurs et de saveurs, où le crémier et ses clients seraient heureux dans le monde merveilleux des AOP. Eh bien tout ça, c'est fini. Au revoir l'appellation Roquefort. Les AOP, François Bourgon ne veut plus en entendre parler. Alors Brebis des Fleurines... Il a décidé de changer ses étiquettes et d'enlever tous les logos. Adieu le Chabichou, rebaptisé Tronconique. Le Reblochon, ce sera désormais le Double Traite. Ces histoires d'étiquettes peuvent vous faire sourire, mais pour François Bourgon, l'affaire est très sérieuse. Derrière ces AOP, il y aurait de moins en moins de petits producteurs, de plus en plus de grands groupes industriels. Aujourd'hui, certaines appellations ne sont pas qualitatives. Ça n'amène rien aux consommateurs. François Bourgon se sent de plus en plus seul. Il ne travaille qu'avec des artisans, comme ceux qui produisent cette époisse en Bourgogne. C'est génial ce qu'ils font, c'est les derniers. Selon lui, tous ces fromages qui coulent, qui sentent, qui suintent, sont en voie de disparition. Quand on n'aura plus personne de petits artisans ou de fermiers qui fabriquent le fromage comme il doit l'être, comme il a toujours été, on va perdre ce savoir-faire et donc on ne saura plus jamais le faire. En retirant toutes ces étiquettes AOP, François Bourgon affirme prendre des risques. Il dénonce ce qu'il appelle la mainmise des industriels sur sa profession. Vous pensez qu'il exagère? Eh bien, quelques jours avant de nous accueillir, il a reçu ce mail. L'expéditeur, la Fédération des fromagers de France, censée défendre les petits crémiers comme lui. Elle lui demande de ménager les industriels. Dans les prochains jours, vous allez peut-être être contacté par des journalistes travaillant sur un nouveau numéro d'Envoyé spécial.
le sujet abordé sur les oppositions existantes avec la production industrielle dans nos crèmeries-fromageries est éminemment sujet à polémique. Nous vous recommandons d'avoir une position prudente, de ne pas vous positionner contre les producteurs industriels et notamment contre Lactalis. C'est tellement flagrant que c'est marqué dans le mail. Il y a une peur aujourd'hui du pouvoir de nuisance de Lactalis, malheureusement. On est aujourd'hui sur des acteurs, sur 4-5 acteurs majeurs qui tiennent absolument tout, qui ont un pouvoir économique fabuleux, qui sont capables de faire plier absolument tout le monde. Et tout le monde, aujourd'hui, peut témoigner que du moment où ils ont des pressions de par les grands groupes, ça se passe mal. Donc je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je le dis clairement, je pense que je vais passer de sales quarts d'heure quand l'émission sera diffusée. Donc on en reparlera peut-être. Un simple crémier qui parle comme un témoin menacé. Y aurait-il une omerta au pays du fromage? Les multinationales, comme ils l'affirment, auraient-elles pris le pouvoir dans nos pâturages? Et dire qu'on pensait notre chabichou ou notre camembert intouchable. Qu'en France, le fromage c'était sacré, une fierté nationale, un joyau du patrimoine. Au siècle dernier, les appellations d'origine ont été créées pour protéger nos terroirs. Aujourd'hui, à peine 45 fromages en bénéficient. Ce label européen récompense 10% de la production française, la crème de la crème. Et comme le dit la pub, l'AOP garantit que chaque fromage est élaboré dans une région précise, selon des méthodes traditionnelles. Nous déguster, c'est la promesse de saveurs variées pour un plaisir unique. Appellation d'origine protégée, AOP. La plus belle preuve d'authenticité. L'un des fromages AOP les plus consommés en France, c'est le Cantal, produit dans les collines verdoyantes d'Auvergne. Aujourd'hui, 70 petits producteurs bénéficient de ce label. Ils font encore leur lait et leur fromage dans leur propre ferme, comme Christophe Fressac et ses 60 vaches. La bagarre. Héloïse. Héloïse. Comme ses parents avant lui, il élève des salaires, cette race rustique, traditionnelle de la région. Eh bien, toi, alors? Tous les matins, c'est la routine. On se lève vers 5h moins le quart, de manière à attaquer la traite à 5h30, à peu près. Allez, c'est parti. Ça va? Une belle vache, mais pas commode. Et ici. À chaque traite, matin et soir, il lui faut son veau. Elle est tellement maternelle que si le veau n'est pas en présence de la mère, il n'y a pas de lait. Traire des vaches salaires est une contrainte. Elle donne peu de lait, mais il est excellent. À peine sorti du pis, encore tiède, il est caillé puis pressé juste derrière les tables pour le transformer en fromage au lait cru. J'aime bien le côté, le toucher, le sentir, le goûter. Là, je sais que les vaches sont à l'herbe. Ce Cantal AOP, Christophe Fressac le fait vieillir jusqu'à 7 mois dans sa cave. Sa production dépasse à peine 200 meules par an, qu'il vend lui-même dans sa ferme. Ici, pas de course au rendement. Ses salaires ne se nourrissent que d'herbes fraîches et de foin. Lui se voit comme le gardien d'une tradition. Moi, mes parents ont travaillé avec cette race-là, et moi, j'avais aucune raison de changer. Et en plus, je trouve que c'est une race qui est magnifique, c'est tout à fait une passion. Et c'est pas demain qu'on va en changer de cette race. Bref, chez Christophe Fressac, c'est la ferme AOP telle qu'on se l'imagine. Mais les vaches salaires, dans le Cantal,
on en voit de moins en moins. À 60 km de là, voici une autre exploitation, elle aussi AOP. Michel Lacoste a fait le choix de travailler avec les industriels. Ces vaches ne sont pas des salaires, mais essentiellement des Primolstein, une race très répandue en France, originaire des Pays-Bas. Et elles ne mangent pas que de l'herbe. Donc nous, on a recours à du tourteau de colza. Donc ça se présente sous forme de bouchon. Donc ça, on l'achète, c'est garanti sans OGM. Michel Lacoste donne aussi à ses vaches du foin et du maïs fermenté. C'est très nourrissant, mais certains éleveurs affirment que ça peut altérer le goût du lait. Ces Primolstein produisent chacune 25 litres par jour, 2 fois plus qu'une salaire. Et ici, pas de veau pour les encombrer pendant la traite. Si vous aviez des salaires, vous auriez moins? Ah mais les salaires, j'aurais beaucoup moins, oui. Mais après, le salaire, il y a moins parce que la vache, elle produit moins. Et en plus, le veau en boit une partie. En termes de qualité de lait, salaire, Holstein, c'est comparable, il y en a une mieux que l'autre. Bon, en termes de qualité de lait, je ne maîtrise pas assez la composition qu'il y a sur la salaire. C'est quand même, ça reste proche. De toute façon, au départ, c'est quand même du lait de vache, hein, de toute façon. Donc il y a des écarts qui ne sont pas énormes. Hein. Dans sa ferme, Michel Lacoste ne produit pas de fromage. Donc là, il y a le lait. Le lait est stocké dans cette cuve et collecté tous les 2 jours par un camion-citerne. Il n'y a pas de souci, hein. Mais nous, on en boit. Nous, on boit que du lait comme ça. Hein. On n'achète pas de lait, hein, forcément. Là, il est encore chaud. Il est tiède, oui. C'est là que mon fils, c'est comme ça qu'il préfère. Chaque fois qu'il vient, le soir, il n'a pas besoin de souper. Le repas est fait. Michel Lacoste vend son lait AOP à un seul et unique client, à une demi-heure de route. Les fromageries Occitanes. Cette grande usine appartient au groupe Sodial, géant français de l'agroalimentaire. Ce jour-là, c'est la 10e fois que nous essayons de contacter la direction. Toujours très occupée. Oui, allô? Bonjour, c'est Olivier Simil, France 2, envoyé spécial à l'appareil. Ah oui, bonjour. Vous avez pas rappelé, bon. Je rappelle la personne, c'est elle, la directrice de la communication. Elle est bien au courant, c'est juste que, voilà, derrière, ça suit pas. C'est qu'elle a pas envie de me répondre. Je suis vraiment désolée, c'est pas poli. Au revoir. Impossible de visiter l'usine. Mais nous avons mis la main sur un film d'entreprise, tourné à l'intérieur. On y parle rendement, automatisation. Le remplacement de tous les automates s'est effectué progressivement, permettant de maintenir le niveau de production. Le changement de l'ancien pupitre par une supervision InTouch a nécessité la création d'une application dédiée à la zone moulage. On y voit des tapis roulants, des chaînes de moulage qui débitent 6000 tonnes de Cantal par an. Surtout, contrairement aux producteurs fermiers, ici le lait subit un traitement de choc. Il est pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à haute température pour détruire les micro-organismes qu'il contient. Le lait est mieux conservé, mais le fromage n'a plus le même goût. Et pourtant, ce Cantal industriel, pasteurisé, bénéficie lui aussi du label AOP. Sur son emballage, le même logo que pour un Cantal fermier. Et tout cela est parfaitement légal. Comment est-ce possible ? C'est Michel Lacoste qui va nous donner la réponse. Le producteur de lait est aussi à la tête de l'AOP Cantal. À ce titre, il a participé à la rédaction de ce document officiel. Ça, c'est le décret de mars 2007. Et vraiment, voici le cahier des charges qui encadre la fabrication du Cantal AOP. Ce texte est un compromis, le fruit d'une négociation entre tous les producteurs, fermiers comme industriels. Il fixe les critères de l'AOP. Certains sont très précis. Une meule doit mesurer entre 36 et 42 cm de diamètre, peser entre 35 et 45 kg. Le cahier des charges dresse aussi la liste de toutes les communes autorisées à produire du Cantal. Mais sur d'autres points, comme personne n'était d'accord, les critères sont restés très vagues. Pour les vaches, aucune race imposée. On peut choisir des salaires, mais aussi des Primolstein, des Montbéliardes, ou même, pourquoi pas,
des vaches normandes. Quant au lait, il peut être utilisé cru ou traité thermiquement, c'est-à-dire pasteurisé. Mais pour Michel Lacoste, des critères aussi larges, ce n'est pas un problème. On peut faire aujourd'hui du Cantal AOP de façon très différente encore. Ouais, pas beaucoup, non, je pense pas. Non, c'est quand même assez cadré. Hormis les points, vous avez le don de mettre le doigt sur les points qui restent à la rigueur, les quelques marges de manœuvre qui restent possibles. Mais c'est quand même assez cadré. Hein. Pour nous, c'est important de garder une diversité. Les PME nous apportent beaucoup, mais les grands groupes nous ouvrent aussi d'autres débouchés, d'autres perspectives. En clair, selon Michel Lacoste, les grands groupes permettent aussi de vendre davantage de fromage dans toute la France. Ces industriels n'ont pas seulement croqué dans le Cantal, mais aussi dans la majorité des 45 AOP. 3 multinationales françaises se partagent l'essentiel de notre plateau de fromage, Savencia, Sodial et surtout Lactalis, avec ses 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ses 75 000 salariés. Malgré nos demandes répétées pendant des mois, ces grands groupes ont tous refusé de s'exprimer devant notre caméra. Ce silence, Véronique Richer-Le Rouge y est confrontée elle aussi depuis 10 ans. Cette journaliste a enquêté pour chacune des AOP. Elle a recensé tous les tonnages, tous les producteurs. Et d'après ses calculs, 70% des fromages AOP seraient aujourd'hui industriels. Un chiffre étonnant, dont elle veut nous faire la démonstration sur le marché de La Rochelle. Bonjour. Dans la première vitrine, une dizaine de références. Bleu d'Écosse, pomme d'Ambert pasteurisée. Vous avez un brie de chez Lactalis là-bas, Saint-Faron. J'ai repéré un camembert de chez Lactalis aussi. Sur le stand d'à côté, un autre fromager aimerait se passer des industriels. Ça, c'est du lait cru ? Ouais. Mais il avoue qu'il a bien du mal. C'est un très bon fromage. Ce Livaro est produit par une vieille fromagerie normande. Elle a été rachetée l'an dernier par Lactalis. Ils trustent tout, quoi. Ils rachètent tout, quoi. Ils rachètent tout. Ils essayent de faire un monopole un peu. Mais si le produit il est bon au final, c'est quoi le problème? Ben, au début il est bon. Mais qui vous dit que dans 4-5 ans, ils disent on arrête le lait cru, on fait que du pasteurisé, comme ça on peut le vendre partout dans le monde, quoi. Voilà. Ce petit fromage de chèvre, un Banon, appartient lui aussi à Lactalis. Moi j'arrive à voir que celui-là. C'est la grande question. C'est parce que votre distributeur vous propose que celui-là. Ouais, j'en ai plusieurs. Mais si vous lui demandez d'avoir un fermier, c'est pas du fermier tout ça. Non, c'est pas fermier. Non, je veux pas. Si vous lui demandez, je ne veux plus ce banon-là, mais je voudrais un banon. Ça va être très compliqué, je peux vous dire. Ça va être compliqué, mais il va vous le trouver. Il y a encore du monde. Cette force de frappe des grands groupes est encore plus visible dans les supermarchés. Au rayon libre-service des fromages AOP industriels, il n'y a que ça, ou presque. Du Cantal et de l'Osso-Irati Lactalis, de la fourme d'Ambert Sodial. Mais leurs noms ne sont marqués nulle part. Les industriels se cachent derrière des marques qui fleurent bon le terroir. Le reblochon Pochat, le camembert Grain d'Orge, le Roquefort Société, c'est Lactalis. Le comté Entremont, c'est Sodial. Véronique Richer-Le Rouge est devenue militante. Elle a même créé une association de défense des fromages de terroir. Pour elle, l'AOP, c'est tout, sauf un gage d'authenticité. Là, on voit à travers le plastique très bien que le croûtage ici a un look de plastique aussi, quoi. Ça, je ne vais pas le déballer là, mais on le voit à travers. Si on compare les deux croûtages ici, c'est pas la même chose. Et pourtant, les deux s'appellent Cantal AOP. Les deux s'appellent Cantal AOP et ce patrimoine, aujourd'hui, quand on nous le vend sous le même label et qu'on voit des produits comme ça et des produits comme ça, je suis désolée, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'arnaque. Le Cantal industriel pasteurisé, il est à 10 € le kilo, le fermier est à 20 € le kilo, donc c'est pas non plus les mêmes prix. L'AOP ne devrait pas accepter qu'il y ait autant d'écart dans les niveaux de qualité et donc forcément de prix. L'AOP devrait être à haut niveau
On devrait pouvoir s'offrir ces fromages de temps en temps, se faire plaisir avec du très très bon. Et en France, c'est possible. Sauf que des petits producteurs, il n'y en a plus beaucoup. Dans le Maroilles, 6% seulement de la production est fermière. 4% pour le Pont-l'Évêque. 1% pour les Poisses. Et pour le Bleu d'Écosse, c'est bien simple, il n'y en a pas. Tout sort de la même laiterie qui appartient à Lactalis. Comme les grands groupes ne voulaient pas nous parler, nous sommes allés à leur rencontre, à Tours, au Mondial des fromages. Ce salon, c'est le rendez-vous annuel de toute la profession. Dans les allées, les producteurs fermiers se comptent sur les doigts d'une main. Les industriels, en revanche, sont tous là. Nous filmons en caméra cachée, en nous faisant passer pour des fromagers débutants. Première étape, chez Lactalis. Il y a pas mal au final de fromageries, si j'ai bien compris, qui appartiennent à des grands groupes. Ouais. Est-ce que ça, il faut le dire, ou est-ce que ça c'est gênant pour la clientèle Dire par exemple un fromage qui vient d'un grand groupe. Oui. Ah bah non, parce que non, vous n'êtes pas obligé de dire. Non. C'est le nom du fromage, c'est le nom du fromage. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire vous l'avez acheté, mais non, vous l'avez acheté. Un discours décomplexé. Le fromage fermier à l'ancienne ici, personne n'y croit plus. Cela fait même plutôt rire les exposants. Même son de cloche, chez Sodial. Quand vous achetez le fermier, contrairement à quand vous achetez un fromager fabricant, c'est que vous n'avez pas le même fromage à chaque fois. Moi personnellement, aujourd'hui, et sans ambiguïté, je veux dire que moi j'achète pas du fermier. J'ai pas envie de manger un fromage qui est très bon à un moment et qui est mangeable à d'autres. Ça c'est petit 1. L'hygiène, des fois c'est moyen. Franchement, Martine à la ferme, ça n'existe plus. Faut pas non plus. Il y en a beaucoup qui exagèrent de ça. Si je prends un fromage qui est industriel, je suis obligé de le marquer. Non. On n'a pas d'obligation là-dessus? Non, l'obligation c'est où est-ce que c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a comme lait, qu'est-ce qu'il y a comme matière grasse. Après que ça appartienne à Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Avant de repartir, nous sommes allés voir le président de la Fédération des fromagers de France, le patron des petits crémiers. Souvenez-vous, c'est lui l'auteur du fameux mail recommandant de ne surtout pas critiquer les industriels. On a récupéré, nous, un email que vous avez envoyé à l'ensemble de nos adhérents, justement, à propos de ce reportage. Vous dites qu'il faut éviter de vous positionner contre les producteurs industriels, notamment contre Lactalis. Pourquoi je dis, afin d'éviter toute tension politique, nous vous recommandons d'avoir une position prudente, de ne pas vous positionner contre les producteurs industriels, et notamment contre Lactalis. Ah oui, parce qu'ils sont dans le marché. Depuis, Stéphane Vergne a démissionné de son poste. Très polémique de réputation. Mais ce jour-là, il nous a livré un chiffre intéressant. Et donc il n'y a pas de problème, en revanche, à reconnaître que chez les artisans fromagers, il y a des produits qui émanent de grands groupes. Vous êtes d'accord de ça? Produits de qualité de grands groupes. Ça arrive, je vous le dis. Je vous en ai cité quelques-uns. Voilà. Et pourquoi, par exemple, sur les visuels, on est très éloigné de l'imagerie de ces grands groupes-là? Mais pourquoi vous voudriez-vous que sur l'image, on communique là-dessus? Franchement, on a, je vous le redis, 70 à 80% de notre gamme, c'est de l'artisanat et du fermier. On va communiquer sur les 20% qui, pour vous, semblent négatifs. Et ils sortent d'où ces chiffres? Ça, c'est le chiffre de la profession. Il suffit de se promener dans des crèmeries, fromageries, vous allez le constater vous-même. Allez faire des boutiques, vous allez le voir, sans aucun problème. Voilà, je vous en prie, au revoir. De son propre aveu, nos petits crémiers vendent donc 20% de fromages AOP industriels. On ne s'attendait pas à une telle proportion. Et parfois même, les fromagers ne savent même plus ce qu'ils proposent. Sur ce marché parisien, nous avons eu une petite surprise. Bonjour. J'aurais voulu du Cantal, s'il vous plaît. Plus petite, plus grande? Non, c'est bien. Il est fermier celui-là ou pas? Non, il n'est pas fermier. Il est de coopérative. D'accord. Vous pouvez me dire d'où il vient? Je cherche dans les sacs qui sont là, le paquet de sacs. Vous voulez vraiment à tout prix savoir? Ouais. Le vendeur semble un peu perdu. Occitane. Les fromageries Occitane. Voilà. D'accord. Et c'est lait cru ou pasteurisé? Pasteurisé. D'accord. Les fromageries occitanes.
c'est l'usine du groupe Sodial, qui produit du Cantal par milliers de tonnes. Ce Cantal industriel, pasteurisé, est vendu 18 € le kilo, le prix d'un fromage artisanal. Le logo AOP a-t-il donc perdu toute signification? Comment les consommateurs peuvent-ils s'y retrouver? En France, un organisme est chargé de contrôler les cahiers des charges des AOP. Bonjour. C'est l'INAO. Sa présidente vient de prendre ses fonctions. On va vous équiper avec un petit micro et on va vous installer ici si ça vous va. Notre Cantal industriel à 18 €, ça l'a un peu étonné. Sur un marché parisien, on s'est retrouvé à acheter du Cantal pasteurisé Sodial à 18,95 € le kilo en fait. Il ne savait même pas d'où venait son Cantal en fait. Étonnant, très étonnant, regrettable mais étonnant. Sur la place des industriels, sur les cahiers des charges et surtout sur l'information des consommateurs, elle se montre elle aussi très prudente. Moi, si je vais chez mon crémier, j'ai l'étiquette, il y a juste marqué le nom du fromage et puis le logo AOP, j'ai rien d'autre en fait. Donc en fait, le logo en tant que tel ne m'apporte strictement aucune information. Et quand même, le logo, il apporte l'information qu'il s'agit d'une appellation d'origine. Bah oui, mais ça peut être du pasteurisé, du lait cru, du fermier, de l'industriel. En fait, je sais strictement rien. Mais normalement, quand même, peut-être que l'étiquetage n'est pas prévu, mais en tout cas, la réponse pourrait être apportée par le crémier, ça j'en suis certaine. Hein. Mais si c'est au crémier de nous prévenir, à quoi sert alors le logo AOP de l'INAO? Au moment de boucler notre enquête, nous avons finalement reçu un coup de téléphone de Lactalis. Son porte-parole affirme que Lactalis ne tire pas les prix et la qualité vers le bas, mais il admet que certains fromages peuvent avoir un goût moins fort, plus consensuel, pour répondre aux attentes des consommateurs. Le goût, voilà en effet la vraie question. Pour juger nous-mêmes, nous avons organisé une dégustation à l'aveugle. Bon, on va se faire la fourme d'Ambert. Hein. Avec Véronique Richer-Le Rouge, la militante du terroir, Tristan Montero, fromager à Paris, et François-Régis Gaudry, journaliste gastronomique. Devant eux, 3 Cantal AOP différents. C'est friable. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être sur un fromage industriel qu'on donne aux bébés. Mais Babybel. J'allais le dire, en fait. Non, le goût quelque Babybel. chose d'un peu flatteur, de très lacté. Franchement pas bouffable. De très beurre, mais sans aspérité. Très lisse, sans relief. 1 sur 10 pour le premier. Il y a une odeur de beurre. Bien beurré. De beurre, ouais. C'est fin. Le deuxième s'en sort un peu mieux, 6 sur 10. Quant au troisième, Alors là, il y a déjà un peu plus d'odeur Merci. par rapport à l'autre. Bon, j'avais pas de croûte, mais là, il y a une odeur de cave quand même. C'est déjà meilleur signe. Plus de profondeur. Il y a un petit peu de bleu qui se balade. Mm-hmm. Il n'est pas non plus miraculeux. Mais il n'a pas de longueur. Hein. 7 sur 10. Résultat, le plus mal noté des 3, c'est le Cantal pasteurisé industriel. Le 6 sur 10 est au lait cru, issu d'une fromagerie artisanale. Et le 7 sur 10, un AOP industriel au lait cru. Pour notre jury, pas de quoi se réjouir. Le niveau est plutôt médiocre. On a une baisse globale du niveau des AOP. On arrive à un niveau médian qui n'est pas très intéressant. C'est à l'image du Cantal. Ouais, non, mais C'est à l'image. Moi, j'en mange plus de triste. Cantal. Dégustation suivante, 2 fourmes d'Ambert, une fermière, une industrielle. Alors, c'est parti, fourme d'Ambert. Notre jury va immédiatement les distinguer. Il y en a une qui prend plus la température que l'autre, quoi. Bon, ça sent le bleu. C'est consensuel et flatteur. Voilà. La texture est pas élastique. Moi, je trouve. Pour moi, c'est vrai, c'est pas pour moi, crémeux, c'est du pasteurisé, ça. Bah oui, ça se sent un peu. Ouais. Parce qu'en fait, il y a ce petit goût de lait concentré. Ouais. 5 sur 10 pour la fourme industrielle jugée trop lisse, trop formatée. Cette fourme fermière, elle, est plus typique. 8 sur 10. Je t'en coupe un énorme morceau, Véronique. Voilà.
Vient enfin l'épreuve de vérité, avec un vrai fromage qui pue, les Poissins. Oula. Très amer et Pas bon, au-delà de pas l'amertume, bon, il se pas passe plus grand-chose en fait. C'est très monolithique, aucune complexité. Ah ouais. Ce fromage est un AOP industriel, pasteurisé. Sanction, 1 sur 10. L'autre époisse a un aspect bien différent. Alors là, rien qu'en mettant la lame du couteau, les odeurs arrivent et c'est assez caractériel. On est quand même sur un truc très puissant. Waouh. Et surtout, en plus de ça, c'est beurré. Là, c'est du grand niveau, ça. Quel volume. Ouais, là, ça fait plaisir. Du bien de manger. On a enfin une vraie différence. Là, c'est très net. C'est des pleins, des déliés, il y a tout un voyage en bouche. Ça, on y revient. Oui. Malgré que ça soit fort. Ce fromage est fermier, ça se sent et ça se voit. 10 sur 10. Pour ces militants du goût, tout n'est pas perdu. Au sein des AOP, on peut donc toujours trouver le meilleur, mais pour combien de temps encore ? Les initiés les appelaient les chocolats du Sénat. Rien à voir avec des confiseries, mais des douceurs tout de même dont auraient bénéficié certains élus de droite au Palais du Luxembourg entre 2002 et 2014. Des chèques, souvent de plusieurs milliers d'euros, qui auraient été détournés de leur usage initial. Il s'agissait d'argent public. 2 hommes étaient au cœur de ce système et ce soir, ils livrent leur vérité face caméra. Ils nous dévoilent ce qu'on ne dit jamais en politique. Tous 2 ont été mis en examen comme 7 sénateurs et anciens sénateurs de droite. Sénat, gros chèque et petite combine, c'est une enquête signée Pascal Henry et Olivier de Gant pour Alchimia Productions. En plein cœur de Paris, le Palais du Luxembourg, siège du Sénat. Dans ce joyau du patrimoine, aujourd'hui 348 parlementaires votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement depuis 1958. Ici, vous êtes dans la galerie des bustes qui dessert en fait le cabinet du départ et qui permet au président de séance, président du Sénat ou vice-président, d'aller jusque ce qu'on appelle au plateau. Ce jour-là, un fin connaisseur du Sénat nous a donné rendez-vous. À la première séance de la journée, il a droit aux honneurs militaires qui sont rendus par des gardes républicains, sabre au clair, selon une tradition, je crois, qui remonterait à la Révolution. Le cérémonial, les rituels, le haut fonctionnaire Michel Talgorn les connaît tous. Sa mémoire est infaillible. Vous avez commencé à travailler au Sénat à partir de quand ? À travailler au Sénat à partir de 1982, mais j'ai fréquenté la maison depuis 1975. D'accord. Mais cette discussion, pourtant anodine, va être soudain interrompue. J'imagine. Tout à fait. Excusez-moi, j'ai une instruction, vous ne pouvez pas. Mais qui a la communication? Il me fout de la communication, moi. Mais bien sûr, mais moi je Non, mais je comprends. Monsieur Talborn, ce qu'on me dit. On va aller voir Bernard Sauger, le premier questeur. Attendez, c'est quoi ça? Non, mais je vous connais. Non, mais d'accord. Je vous connais, mais moi, on me donne des instructions. Je vous dis ce qu'on me dit. Après, ah oui, mais d'accord. Mais ça ne fait pas de moi. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Ok. Bon. Je suis vraiment désolé. Bon, on va retourner dans la salle de presse. Moi, personnellement. Et qui a la communication? Notre déambulation sous les lambris du palais provoque l'embarras dans les couloirs feutrés du Sénat. Notre visite n'ira pas plus loin. Malgré notre autorisation, nous sommes interdits de tournage dans le Palais du Luxembourg. Peut-être parce que notre guide, Michel Talgorn, a des révélations explosives à nous faire. Voilà ce qu'il prétend. Pendant 12 ans, 117 sénateurs de droite auraient détourné près de 8 millions d'euros d'argent public. Et notre guide, Michel Talgorn, aurait été au cœur d'un montage très sophistiqué visant à masquer ces détournements. J'ai été amené à rédiger des chèques, une dizaine de milliers de chèques, 10 à 12 000, ça va très vite, compte tenu des effectifs. Mais je les rédigeais, mais je ne les signais pas.
Je les rédigeais, je les faisais signer et ensuite je les faisais expédier ou je les remettais. Ainsi, chaque fin de trimestre à partir de 2002, Michel Talgorn aurait distribué à certains sénateurs de l'argent public en toute discrétion. Des sommes que les bénéficiaires appelaient entre eux les chocolats du Sénat. Pour nous, cette histoire a commencé en 2014, lorsque le parquet national financier a ouvert une procédure pour de possibles malversations au Sénat. Il y a quelques mois, 2 enveloppes anonymes nous sont parvenues. À l'intérieur, des dizaines de tableaux comptables, des relevés bancaires, des photocopies de chèques et même des chéquiers. Tout semble authentique. Sur une grande feuille de papier blanc, des initiales de partis politiques, des noms de banques, des numéros de comptes bancaires, des noms de sénateurs et des flèches reliant les uns aux autres. Le schéma complexe d'un circuit financier. À quoi ces noms, ces comptes, ces virements correspondent-ils? Nous avons cherché à vérifier ces informations. Coup de téléphone, rendez-vous discret. Mais aussi 2 témoins clés, Michel Talgorn, François Thual. Michel Talgorn est au Sénat depuis 40 ans. Cet ancien inspecteur des impôts n'a jamais été élu, mais il a été chargé des questions financières du groupe UMP au Sénat jusqu'en 2015. Le deuxième homme, c'est François Thual. Entré au Sénat en 1984, lui non plus n'est pas un parlementaire. Spécialiste de géopolitique en charge des questions financières, il a terminé sa carrière comme conseiller du président du Sénat, Gérard Larcher. Depuis novembre 2016, ils sont tous les deux mis en examen pour détournement de fonds. S'ils parlent pour la première fois devant notre caméra, c'est, disent-ils, pour ne pas porter seul la responsabilité de toute cette affaire. Tout démarre en 2002 avec la réélection du président Jacques Chirac. À droite, l'heure est au regroupement. Gaullistes, centristes et républicains indépendants se retrouvent sous une seule bannière, celle de l'UMP. L'Union pour un mouvement populaire, le nouveau parti de la droite élargie. Vous venez de donner votre confiance pour 2 ans à l'équipe que nous formons, Jean-Claude Gaudin, Philippe Douste-Blazy et moi. Au Sénat aussi, c'est l'union, politique au moins. Pourtant, gaullistes, républicains indépendants ou centristes, tous veulent conserver pour eux leur propre financement d'argent public attribué par le ministère de l'Intérieur. Alors, selon François Thual, quelques sénateurs vont faire appel à lui pour imaginer un montage financier sophistiqué. Dans l'été qui a précédé la création du UMP, il y a eu une série de conversations. Et c'est là où on s'est dit qu'il faudrait quand même sauvegarder les crédits du ministère de l'Intérieur. Et j'ai dit, on n'a qu'à créer une association. Alors ils m'ont dit, t'as qu'à rédiger les statuts. J'ai rédigé les statuts, bon, et puis voilà. Première étape, une association est constituée, l'URSS, Union républicaine du Sénat. Officiellement, dans ses statuts, l'URSS est un lieu de réflexion et de débat politique. Pourtant, c'est bien au centre de notre mystérieux schéma financier que l'URSS apparaît. Relié à plusieurs reprises à la mention « crédit d'assistant ». Selon nos 2 témoins, l'Union républicaine du Sénat aurait aussi servi à détourner l'argent normalement destiné aux assistants parlementaires des sénateurs. Tous les mois, chaque sénateur reçoit un salaire de 7 200 €. À cela s'ajoute l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, plus de 6 000 €. En fait, une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais professionnels des sénateurs.
Et enfin, chaque sénateur bénéficie d'une ligne de crédit de 7 600 € mensuels pour rémunérer des éventuels assistants. C'est cette indemnité que l'URSS aurait récupérée via un circuit opaque. Il se trouve qu'au Sénat, à l'inverse de l'Assemblée nationale, beaucoup de sénateurs, autrefois notamment, considéraient qu'ils n'avaient pas l'utilisation de ces fonds parce qu'ils n'avaient pas besoin de recruter 3 ou 5 assistants parlementaires. Si des élus n'avaient pas d'assistants, que devaient-ils faire de cet argent? Le rendre au Sénat? Selon Michel Talgorn, de nombreux élus auraient alors choisi de se faire reverser une partie de cette somme via l'URSS. Tous les trimestres, notre témoin aurait donc préparé des chèques destinés aux sénateurs. Ces chèques, ce circuit, cette association étaient-ils illégaux? C'est ce que la justice veut savoir. Mon rôle consistait à rédiger des chèques, à les faire signer au président du groupe ou au trésorier, et ensuite à les remettre aux sénateurs. Au total, de mémoire, ça a concerné 117 sénateurs. Mais les 117 ne sont pas tous en exercice aujourd'hui. Il y a eu des morts, des blessés, et des gens qui ne sont plus là. Bon, il y a un renouvellement. Mais au total, ça a concerné 117 sénateurs. Dans les tableaux de la comptabilité secrète de l'URSS apparaissent les noms de ces sénateurs. Et en face, des sommes plus ou moins importantes. Exemple avec le sénateur-maire de Toulon, Hubert Falco. En 2012 et 2013, si l'on en croit ces tableaux et les photocopies de chèques, il aurait reçu chaque trimestre plus de 8 000 €. Le sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, aurait perçu, lui, 5 000 € chaque trimestre, 20 000 € par an, pendant au moins 4 ans. Un autre nom attire notre attention. Henri de Rincourt, sénateur de 1986 à 2017. On le voit ici aux côtés de Michel Talgorn. Henri de Rincourt aurait aussi perçu de l'argent. Dans nos documents, les premiers chèques à son nom remontent à l'année 2008, puis 2009, jusqu'en 2012. Henri de Rincourt est d'ailleurs le président de l'URSS. Et l'Union républicaine du Sénat est même domiciliée chez lui, à Saint-Valérien. Saint-Valérien, un petit village de l'Yonne. Ici, la famille de Rincourt est installée depuis des générations. Une rue porte même le nom de son père, lui-même sénateur. Ce château est le domicile personnel d'Henri de Rincourt, et donc le siège de l'URSS, l'Union républicaine du Sénat, bien loin du palais du Luxembourg. Un palais où certains témoins, au fil de notre enquête, nous ont parlé de chocolat, mais aussi d'autres noms, tout aussi saugrenus. On a vu que les noms utilisés pour les versements étaient des noms un peu de code. On parle de boudin, on parle de pizza, on parle de chocolat. Et c'est donc des façons un petit peu de dissimuler ce qui sont des versements, non? C'est pas ça le problème? Ça, je pense que ça tient plutôt au folklore que par souci de dissimuler quoi que ce soit. Bon, voilà. Il y avait les étrennes, il y avait etc. Enfin bon, toute une pour distinguer. Les images pieuses, on a même parlé pour le liquide. Ah bon? Ça vous dit rien? Oui, peut-être, on disait peut-être des images pieuses. Bon, vous voyez, pizza, boudin, etc. Bon, chacun avait son propre vocabulaire en disant quand est-ce que je peux venir chercher mon boudin ou ma pizza ou mes étrennes ou etc. Bon, tout ça va pas bien loin. À l'époque, selon lui, les sénateurs impliqués le surnomment même le Père Noël. L'URSS ouvre son premier compte bancaire en 2003.
ici à la Société Générale sur les grands boulevards parisiens. L'un des bons clients de cette agence, c'est François Thual, l'autre banquier officieux des sénateurs. Pour eux, il venait récupérer de l'argent liquide, en toute légalité selon lui. Chaque mois, je vais retirer entre 5 et 6 000 euros qui servaient de caisse. C'est-à-dire, si vous allez prendre un verre avec quelqu'un, vous n'allez quand même pas faire un chèque. Mais vous alliez le chercher où, cet argent? À la banque Société Générale. Je leur téléphonais, je disais, écoutez, je passe demain, puis voilà. Et vous reveniez avec des enveloppes, les poches pleines? Pas une enveloppe, pas abîmer le costume. Oui, il y a les stations de taxi juste en bas. En général, je fais de l'attention. Mais j'ai fait ça même pour des partis politiques avant. Bon, il y avait pour moi absolument rien d'illégal. C'était de l'argent qui nous appartenait comme association. Je m'occupais de la partie donc, de ma famille centriste, puisqu'après, ils ont créé un deuxième compte, HSBC, pour les Républicains indépendants. Parce que les Républicains indépendants et les centristes avaient longtemps été, non pas ennemis, mais un peu rivaux. Ils ont voulu récupérer leur autonomie. Et donc c'est là qu'ils ont ouvert le compte HSBC. Un deuxième compte à la HSBC, géré cette fois par Michel Talgorne. Un autre à la Société Générale où François Thual vient se ravitailler en espèces. Notre schéma continue de s'éclaircir. Pour avoir une explication à tous ces étranges versements, nous avons cherché à contacter les sénateurs dont les noms sont inscrits sur nos listes. Depuis le début de notre enquête, nous les avons sollicités par mail, par téléphone. Aucun des sénateurs n'a voulu répondre à nos questions. Alors nous avons décidé de tenter notre chance en allant à leur rencontre. Première étape, Toulon. Nous nous sommes invités à une séance du conseil municipal. Ici, le sénateur-maire s'appelle Hubert Falco. Il est présent dans nos documents. Ce matin-là, l'élu va aborder publiquement la question de ses rémunérations de maire et de sénateur. Il va parler de lui à la troisième personne. Vous savez que depuis 13 ans, le maire ne touche pas d'indemnité de maire. Voilà. Donc, son indemnité est prévue dans l'enveloppe, mais elle n'est pas dépensée. On la retrouve au budget et ça repart dans le fonctionnement de la ville. Voilà, c'est tout. Je précise d'une manière transparente également que si un jour le maire n'était plus parlementaire, il toucherait bien sûr son indemnité qui est prévue par la loi et qui, pour la ville de Toulon, avoisinera les 4 000 euros nets. Voilà, c'est clair. Pour l'instant, le maire de Toulon est sénateur et donc il ne touche pas d'indemnité, il ne touchera pas d'indemnité au mois. Voilà. Une déclaration vertueuse de monsieur le maire. Mais Hubert Falco, sénateur, aurait-il perçu de l'argent de l'URSS? Oui, répond Michel Talgorne. Moi, j'ai le souvenir d'avoir remis, effectivement, bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, d'avoir remis à M. Falco ses 4 chèques mensuels. Il m'étonnerait... Annuel, pardon. Je rectifie, annuel, enfin, ou 4 chèques trimestriels. Un système qui aurait permis à Hubert Falco de recevoir une rémunération supplémentaire dès son arrivée au Sénat en 2004. À l'issue du conseil municipal, nous tentons de l'interpeller à ce propos. Mais sa responsable de la communication est revenue vers nous. Elle nous éconduit. Ben, il ne souhaite pas répondre à vos questions. Ah bon? Non. Il me dit non, c'est le conseil, ils vont mettre au registre au Sénat, non. Aurons-nous plus de réponses avec le vice-président du Sénat, Jean-Claude Gaudin? Dans nos documents, nous avons repéré 4 photocopies de chèques adressés à Jean-Claude Gaudin. Certaines années, il aurait touché 20 000 euros.
Le maire de Marseille est devenu sénateur des Bouches-du-Rhône en 1989. Il n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Alors, ce jour-là, quand nous avons appris qu'il serait présent à un banquet républicain, nous nous sommes glissés parmi les convives pour l'interpeller devant notre caméra. Il est clair qu'au Sénat, aujourd'hui, sous l'autorité du président Larcher, il n'y a pas de choses qui ne marcheraient pas. Et avant, ça c'était le cas. Avant, non. Avant, peut-être, il y a eu des habitudes. Je les ai, de toute manière, quand j'étais président de groupe, arrêtées. Mais quand on lui parle de plusieurs chèques perçus, il s'emporte. Non, c'est moi. Mais peu importe. Mais enfin, vous avez touché un petit peu d'argent, 20 000 euros par an. Mais qu'est-ce que vous venez de dire, là? Mais vous n'avez pas honte de me dire ça? C'est un scandale, monsieur. Le Sénat s'est toujours très bien comporté. Et sous l'autorité du président Larcher, tout a été clair, transparent. Que d'autres fassent la même chose. Allez, merci. Non, mais quelle audace! Jean-Claude Gaudin assure qu'il est l'un de ceux qui ont mis fin au système en 2014. Et son ami Michel Talgorn prend d'ailleurs sa défense. Je pense, connaissant bien M. Gaudin, est un ami de très longue date, je pense que M. Gaudin, comme maire de Marseille et comme sénateur des Bouches-du-Rhône, il a énormément de dépenses, beaucoup plus que s'il était issu d'un département rural. Bon, et donc, de toute façon, M. Gaudin, il déléguait des crédits au groupe. Et donc, au même titre, je ne vois pas pourquoi on l'épinglerait lui, spécifiquement. Non, mais voilà. Oui, vice-président du Sénat, et parce que c'est une personnalité connue. Et c'est sûr que c'est plus attractif d'épingler quelqu'un de connu que le sénateur lambda. Bon. Sur nos documents, un autre nom nous intrigue. Celui de François Fillon, le candidat de la droite à la dernière présidentielle. Lui aussi est passé par le Palais du Luxembourg en 2005, sénateur pendant 18 mois, juste avant de devenir le Premier ministre de Nicolas Sarkozy en mai 2007. Michel Talgorn dit se souvenir du jour où François Fillon est venu le trouver. À l'en croire, l'élu de la Sarthe aurait voulu lui aussi bénéficier de l'argent des assistants parlementaires. Monsieur Fillon est venu me trouver parce qu'il me connaissait bien, et il m'a dit j'ai des crédits d'assistants que je n'utilise pas. Il paraît que on peut recevoir une partie. Je lui ai répondu, François, il y a une association, voilà, qui s'appelle François Fillon. l'Union. Je réponds à François Fillon. Il y a une association qui s'appelle l'Union des Républicains du Sénat, et donc il m'a dit mais ça m'intéresse. Bon, voilà. Et donc je lui ai expliqué le mécanisme. Bon. Et lui a reçu aussi pour lui. Mais il a reçu pour lui. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait une exception? Pourquoi lui n'aurait-il pas eu droit, entre guillemets, à ce à quoi les autres avaient droit? Mais il n'est pas resté longtemps, Fillon. Je me souviens très bien de lui. C'était un homme très, très agréable. Vous avez remis de l'argent à M. Fillon? Pas moi. Rincourt. Il se trouve que compte tenu du fait qu'il était ancien ministre, disons par égard pour sa personne, c'est non pas le trésorier qui a signé les chèques, mais le président de l'association, donc M. de Rincourt. Si l'on en croit la comptabilité de l'URSS à l'année 2006, le futur Premier ministre aurait encaissé une somme de 3 205 € par trimestre. Dans nos documents, nous retrouvons aussi la photocopie d'un chèque de 3 221 € signé par Henri de Rincourt, un chèque sans date. Et puis aussi 3 talons de chèque sur lesquels sont inscrits le nom Fillon. Au total, près de 21 000 € en 18 mois. Plusieurs fois contacté, François Fillon n'a pas souhaité répondre à nos questions. La justice n'a à ce jour pas entendu l'ancien Premier ministre sur cette affaire. Lors de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, était son directeur de campagne. Ces chèques, ces documents pouvaient-ils nuire aux candidats de la droite?
Michel Talgorn en est convaincu. Mais incontestablement, quand M. Retailleau est devenu président du groupe, il avait intérêt à essayer de mettre la main sur la trace des restitutions de crédits d'assistants à M. Fillon. Je veux dire, c'est évident. Michel Talgorn va même plus loin. Bruno Retailleau, lors de son arrivée au Sénat, aurait bénéficié lui aussi du système. Mais la mention « remboursement de frais » serait apparue sur les tableaux comptables le concernant. J'ai effectivement vu ce genre de document. Je ne m'explique pas cette mention remboursement de frais, puisque sur tous les états mensuels, jamais aucun sénateur n'a bénéficié de la mention remboursement de frais. Et ça apparaît en 2012, à partir du moment où M. Retailleau adhère au groupe et délègue des crédits au groupe. Bruno Retailleau, lui non plus, n'a pas répondu à nos demandes d'interview. En revanche, il a parlé à Mathilde Mathieu, journaliste de Mediapart. Donc quand je lui pose la question, il dit que c'était par exemple pour du matériel informatique. Le problème, c'est que les sénateurs disposent déjà d'un crédit informatique pour qu'ils puissent acheter des ordinateurs, etc., du matériel. Donc il me répond ah oui c'est vrai, mais oui j'y ai pas pensé à l'époque, ou ma secrétaire n'y a pas pensé. Bon. En 2009, François Fillon, Premier ministre, nomme au ministère des Relations avec le Parlement un certain Henri de Raincourt. Monsieur Henri de Raincourt, le patron de l'URSS, quitte donc le Sénat pour le gouvernement. Problème, selon ces relevés bancaires du groupe UMP obtenus au cours de notre enquête, Henri de Raincourt, tout nouveau ministre, va continuer de recevoir en plus de son salaire un virement mensuel en provenance du Sénat de 4 000 €. Ces virements, c'est la propre banque de l'URSS qui les aurait signalés aux autorités. Voilà, je pense que la banque l'a dénoncé, la directrice de la banque, parce qu'il était ministre chargé des relations avec le Parlement et qui continuait à percevoir des chèques de l'URSS. Et ça, il n'avait pas le droit ? Quand vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est quand même, comme on dit maintenant, comment on dit conflit d'intérêt. Voilà. En argot, langue que j'ai pratiquée dans ma jeunesse, j'aurais dit une embrouille. Selon les documents que nous avons reçus, Henri de Raincourt aurait ainsi perçu au moins 90 000 € entre 2009 et 2011. Ce signalement de la banque HSBC à Tracfin, l'organisme anti-blanchiment, est un tournant de l'histoire. À partir de 2014, une enquête judiciaire est ouverte sur ces détournements de fonds. Henri de Raincourt tente alors de se justifier. Selon lui, tout cela ne serait que de vilaines rumeurs. Comme par hasard, cette information sort à quelques mois des élections sénatoriales. Donc on est quand même habitué maintenant à ce genre de pratique où les élections et les campagnes électorales se déroulent plus à coup de rumeurs et d'opérations de déstabilisation. C'est assez désolant pour l'image de la vie politique en général et de ceux qui s'y donnent, mais enfin, il semblerait que ça corresponde à notre société d'aujourd'hui. Les enquêteurs vont commencer par interroger celui qui se présente comme le distributeur d'argent, François Thual. Ils ont commencé par moi. C'est facile d'aller chercher de l'argent liquide. Je n'allais pas chercher 300 millions. Et donc, à partir de là, ils sont remontés lentement et scientifiquement. Je crois qu'ils ont vite compris. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont vite compris ? Que c'était pas moi qu'il fallait poursuivre. Enfin, c'est poursuivre, ça les amuse, bon. Mais qu'il y en avait qui s'en foutaient plein les poches. Des sénateurs ? Oui, notamment sur le compte HSBC. François Thual est alors mis en examen pour détournement de fonds et recel. Les comptes de la HSBC et de la Société Générale livrent leurs premiers secrets.
La justice s'intéresse désormais au trésorier du groupe UMP, le sénateur Jean-Claude Carle. On le voit ici aux côtés d'Henri de Rincourt. Et là, avec Michel Talgorne. Jean-Claude Carle, lui aussi mis en examen, n'a pas répondu à nos questions. François Thual nous décrit un trésorier aux méthodes bien singulières. Alors ça marchait que je remettais dans le coffre de Carle l'argent et que, autrement, comme j'avais délégation de signature, on me faisait descendre un parapheur. Une fois par mois, je signais des chèques. D'autres étaient signés par M. Drincourt et je recevais chaque mois un relevé du compte Société Générale, parce que je ne me suis jamais occupé d'HSBC. Ce relevé, je le transmettais à M. Carle. Voilà. Je signale que j'ai été quand même secrétaire général pendant 136 mois. Pas une seule fois m'a demandé quoi que ce soit. La seule instruction que j'avais, c'était de tout détruire. Aucune pièce comptable. On vous a demandé de détruire des pièces comptables? Oui, régulièrement, oui. Vous saviez que vous alliez avoir des ennuis, hein? Non, je leur ai dit ça finira mal. Ils m'ont dit que j'étais con. J'ai dit d'accord. Aujourd'hui, François Thual et Michel Talgorne affirment n'avoir jamais su à quoi ces 8 millions d'euros distribués ont bien pu servir. Vous savez quelle était l'utilisation? Non, j'en ai rien à foutre. On leur faisait un chèque où on leur donnait, Carle leur donnait du liquide. Le reste ne m'intéressait pas. Je remettais des chèques selon un mode de calcul, une clé de répartition qui avait été établie une fois pour toutes, d'accord? Et ensuite, ce n'était pas à moi d'aller vérifier quelle utilisation en était faite. C'était la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il voulait. La preuve, c'est que M. Drincourt écrit une lettre à Société Générale après que j'ai été interrogé par la police judiciaire pour dire qu'il n'avait jamais été membre de l'URSS. Et la banque lui a envoyé une lettre en disant « Vous avez signé cette lettre et vous donnez plein pouvoir à M. Thual pour la gestion quotidienne. » Il avait oublié, chérie. C'est à chaque sénateur d'abord de se retrouver en face de sa conscience et à chaque sénateur d'expliquer éventuellement ce qu'il faisait de cet argent. Moi, j'ai tout lieu de croire que c'était pour leur action politique. Les virements suspects en provenance du Sénat dont aurait profité le ministre Henri de Rincourt ont alerté la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'institution de la rue de Richelieu contrôle alors les déclarations de patrimoine du sénateur Henri de Rincourt. Ses conclusions sont sans appel. Il existe en l'état un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de ces déclarations. En juillet 2016, la Haute Autorité a transmis le dossier d'Henri de Rincourt à la justice. L'an dernier, la justice l'a mise en examen, notamment pour recel de détournement de fonds publics. Le parlementaire est soupçonné par la justice d'avoir bénéficié personnellement de l'argent détourné du Sénat. Avec lui, 6 autres sénateurs ou anciens sénateurs ont également été mis en examen. Galerie des bustes au Palais du Luxembourg. En juillet dernier, le président du Sénat, Gérard Larcher, ouvre la session extraordinaire avec l'examen de la loi sur la transparence de la vie publique. Dans l'hémicycle, le sénateur de Rincourt participe au débat. Si on pouvait nous donner le texte des amendements, ce ne serait pas un luxe superfétatoire. On n'a plus de support, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu désolant. Alors, le sénateur semble agacé, contrarié. Pourtant, quelques jours plus tôt, le 22 juin, il a reçu une bonne nouvelle. Après 3 ans et demi d'enquête, la justice a suspendu les investigations en cours au Sénat. Un coup de théâtre. Les avocats des sénateurs mis en examen ont soulevé plusieurs arguments, et notamment
l'article 4 de la Constitution. Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Autrement dit, les sénateurs estiment qu'ils peuvent utiliser librement l'argent public qui leur est alloué. Selon leurs avocats, les sénateurs n'auraient rien fait d'illégal. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit trancher dans les mois qui viennent ce point de droit. En attendant, l'enquête est arrêtée. Monsieur le Président... Hasard du calendrier, au Sénat en juillet, lors de cette même session, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est venue expliquer la nouvelle loi sur la transparence de la vie publique. Nous l'avons rencontrée. On a un certain nombre de sénateurs, la justice s'est intéressée à leur cas, parce qu'ils ont utilisé des fonds normalement destinés aux collaborateurs de leurs collaborateurs. Et ça fait une dizaine de sénateurs qui sont dans ce cas-là. Comment vous appréciez la chose ? Si vous voulez, en principe, les sommes que reçoivent les parlementaires répondent à des objets différents. Et effectivement, une partie de ces sommes est destinée à l'emploi de collaborateurs parlementaires. Il me semble que la logique et la rigueur veulent que ces sommes aillent effectivement aux collaborateurs parlementaires. Mais ce qui n'était pas le cas, visiblement. Il arrivait que ce ne soit pas le cas. Mais l'article, je crois, 4 de la Constitution dit qu'ils ont le droit d'administrer, de gérer eux-mêmes leur argent. Pourtant, c'est l'argent public. L'article 4 de la Constitution parle des partis politiques et précise que les partis se forment et exercent leur activité librement. Les partis politiques, oui, mais malgré tout, ce n'est pas parce qu'on se forme et qu'on exerce une activité librement qu'on doit outrepasser les règles qui s'appliquent à tout citoyen. Depuis le début de l'enquête, François Thual et Michel Talgorn se sentent lâchés par leurs anciens amis sénateurs. Ils ont des mots très durs envers eux. Ils sont inconscients parce qu'ils sont narcissiques, prétentieux et au-dessus des humains. Ouais, c'est tout. Depuis que l'affaire a éclaté, j'ai également mesuré, j'ai pas découvert, mais j'ai mesuré jusqu'où la lâcheté pouvait aller se cacher. Si on avait mis en examen et éventuellement traîné jusqu'au tribunal correctionnel les lampistes, tout le monde aurait été content. Bon, il se trouve que malgré tout, et les enquêteurs et les magistrats se sont quand même aperçus, même si M. Thual ou moi, on a été mis en examen, ils se sont aperçus que nous n'étions que de modestes exécutants. Vous voulez dire que vous seriez le lampiste, c'est ça ? Mais je suis le lampiste, j'étais le laveur de vitres, appelez ça comme vous voulez. Dans cette enquête, il reste bien des zones d'ombre sur notre schéma et nos documents, des pans entiers à décrypter, à vérifier, à recouper. Michel Talgorn a refusé de répondre avec précision à plusieurs de nos questions, notamment sur le montant global des détournements et des circuits financiers encore inconnus. A-t-il voulu protéger certains de ses amis sénateurs ? Nous lui avons présenté le document. Non, ça je ne peux pas vous le commenter parce que franchement... Vous en êtes l'auteur de ce schéma ? Oui, mais ce n'était pas destiné au grand public. C'était pour pouvoir faire assurer dans les meilleures conditions la défense des sénateurs amis qui étaient convoqués et éventuellement mis en examen. C'était pour que ceux qui étaient chargés, entre autres, de les défendre et autres, puissent comprendre, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on ne l'a pas vécu. Mais je ne vais pas vous le commenter, parce que vous ne devriez pas avoir cet état. Ça a l'air d'une complexité, parce que les fonds qui circulent par-ci, par-là, la banque là, l'autre banque là, etc., on est face à un montage, j'allais dire, qui interroge sur la transparence. Écoutez, moi, je n'étais pas chargé, et je ne le suis toujours pas à mon modeste niveau, de la transparence de la vie politique, etc. Moi, j'avais un petit boulot que je faisais le plus consciencieusement possible, en recevant des instructions selon des schémas qui avaient été clairement définis à l'avance, et à partir de là, point. Ces pratiques douteuses auraient donc duré jusqu'en 2014, jusqu'au moment où la justice a commencé ses investigations. Le président du Sénat, Gérard Larcher, garant de l'institution, membre de l'UMP, ancien patron de François Thual, était-il au courant ?
Sollicité dès le début de notre enquête, et à de nombreuses reprises, il n'a jamais, lui non plus, souhaité répondre à nos questions. En ce dimanche 24 septembre 2017, ce sont les résultats des élections sénatoriales qui agitent le palais du Luxembourg. Au milieu de la salle des conférences, Michel Talgorn. Mis à la retraite dès le début de l'instruction, il n'a jamais cessé d'arpenter les couloirs du Sénat. Ce soir-là, à ses interlocuteurs, discrètement, il fait passer un message. Ils ont été prévenus, les uns les autres, ils sont foutus de ma gueule. J'avais 30 ans, je dirais, bon, peut-être que je ferme ma gueule, maintenant, on en a. Donc, ça, s'ils croient que c'est la fin, ça n'est que le début. Là, tu verras, c'est le hors-d'œuvre, là. Michel Talgorn nous a confié qu'il se sentait menacé. Il aurait fait l'objet de plusieurs cambriolages, et il y a quelques jours, des documents liés à toute cette affaire lui auraient été dérobés. Depuis des décennies, il traque les deniers publics mal employés. René Dosière est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été député pendant 25 ans. Vous êtes un pourfendeur des abus concernant les rémunérations des parlementaires, le financement de la vie politique. Le Sénat n'a pas de secret pour vous. Les fameux chocolats ou pizzas dont on vient d'entendre parler, les chèques distribués aux élus, est-ce que vous étiez, vous, au courant ? Non, vaguement. Vaguement. Pas de manière aussi claire que vous venez de l'exposer. Quelle est votre réaction à ce reportage ? C'est effrayant. Effrayant de voir qu'il y a au Sénat, qu'il y a eu au Sénat, un système généralisé de transformation de l'argent public en argent privé et en enrichissement personnel pour la plupart des sénateurs de droite. Pour vous, c'est illégal ou c'est immoral ? Les deux. C'est naturellement immoral. Cet argent public, il n'est pas utilisé conformément à son objet, qui consiste à payer des assistants parlementaires. Il est utilisé, si vous voulez, au contraire, à réduire la rémunération de ces assistants au profit, je dirais, des parlementaires qui récupèrent ces sommes et ils en font l'usage qu'ils veulent, y compris un usage. C'est de l'enrichissement personnel qui, en plus, n'est pas déclaré aux impôts. Pas à le dire. C'est de l'enrichissement personnel, bien entendu. Alors, dans ce reportage, on voit que ça concerne surtout des élus de droite, enfin même uniquement des élus de droite. Mais à votre avis, vous qui avez traqué justement ces abus de dépenses publiques, d'argent public, est-ce que ça a pu concerner d'autres groupes, à gauche notamment ? Il a pu y avoir individuellement des comportements à gauche qui sont critiquables. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de système organisé de cette manière-là. D'abord parce que, s'agissant des groupes parlementaires socialistes, ils étaient depuis longtemps en association, donc il y avait une règle, un contrôle par leurs propres adhérents, par les parlementaires. On se pose la question, en fait, en regardant ce reportage, on se demande si, entre leur rémunération et leurs indemnités, on n'a pas donné trop d'argent aux sénateurs, ou on ne leur en donne pas trop encore aujourd'hui. Manifestement, si. Il est clair que, étant donné la manière dont les sénateurs n'ont pas besoin d'utiliser leur crédit collaborateur, ça veut donc dire que le crédit collaborateur pour le Sénat est trop élevé. Donc ils n'ont pas besoin d'autant d'argent. Donc d'après vous, il faut réduire, en tout cas, les crédits collaborateurs, ça clairement. Au moins pour tous les sénateurs qui, naturellement, ne les utilisent pas, parce que je suppose qu'il y en a quand même certains qui doivent faire leur travail. René Dosière, est-ce que de telles pratiques peuvent encore exister aujourd'hui, ou est-ce que c'est fini ? Est-ce que vous diriez que le président actuel du Sénat, Gérard Larcher, qui entame son 3e mandat, a vraiment fait bouger les choses ou pas assez ? Il a fait bouger les choses, mais sur cette affaire d'organisation systématique d'enrichissement personnel, je trouve que son silence est assourdissant et qu'il lui faudra bien dire, en dehors de l'enquête judiciaire, qui aura ses propres conséquences, mais je crois qu'il ne peut pas ne pas dire son sentiment sur ce système. Alors vous parlez de silence assourdissant de Gérard Larcher, c'est intéressant parce que nous, évidemment, on l'avait invité sur ce plateau. On attend toujours sa réponse. On n'a même pas eu l'ombre d'une réponse. Autre question. Le président Macron a signé en septembre la loi de moralisation de la vie politique, dans laquelle on retrouve
il faut le dire, certaines de vos propositions, même j'ai envie de dire beaucoup de vos propositions. Il y a des avancées réelles au sujet notamment d'un sujet qui a fait scandale, l'emploi des proches des élus. On a vu, emploi de personnes de la famille notamment. Qu'est-ce qu'il reste à faire d'après vous dans cette loi de moralisation de la vie politique? S'attaquer au contrôle des partis politiques. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne, aucune institution, aucune autorité ne contrôle la manière dont les partis politiques utilisent l'argent public qui leur est attribué. Or, 50% de leurs recettes, c'est de l'argent public. Vous dites qu'en fait, ils sont contrôlés que pendant les campagnes électorales et hors campagne électorale, plus rien. Même pas, parce que ce qui est contrôlé, c'est la campagne électorale elle-même, donc les candidats, leurs comptes de campagne, mais pas les partis politiques, d'où d'ailleurs l'affaire Big Malion. Alors, quelles sont les dérives ? Eh bien, les dérives sont liées au fait que, comme il n'y a pas de contrôle des partis politiques, on a aujourd'hui 451 partis politiques. 451 ? 451 partis politiques. Mais c'est des coquilles vides ou pas ? Certaines sont des coquilles vides, n'ont un très peu budget. En fait, pour beaucoup, et ça va se développer d'ailleurs, on le voit, puisque quand les partis politiques s'affaiblissent, eh bien, les leaders politiques ont tendance à créer leur propre micro-parti, comme on les appelle, qui est au fond une structure d'aide, je dirais, à leur activité politique. Alors, vous parlez de partis politiques qui ont une réelle vie politique, il y en a d'autres qui n'en ont pas ? Oui, en fait, il y a une quinzaine de partis politiques qui sont de vrais partis politiques tels que vous et moi, ou chaque auditeur. Et les autres font quoi alors ? Eh bien, les autres sont là pour aider, je dirais, à la campagne politique d'un leader. Alors voilà, pour essayer de récupérer les dons des particuliers qui sont déductibles à hauteur de 65%. Est-ce que la nouvelle génération des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui, j'ai envie de dire les jeunes, là, le renouveau, ceux qui sont arrivés, ont aujourd'hui compris qu'il n'était pas possible de se laisser aller à de telles dérives, que pour l'opinion publique, ça n'était plus audible? Je le crois, parce que ce qui est stupéfiant dans votre reportage, c'est la réaction des élus. Ils n'ont pas le sentiment, je dirais, d'avoir fraudé en quoi que ce soit. Et c'est vraiment là l'ancien monde. C'est vraiment une manière. On vit en dehors de la vie courante. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les nouveaux élus sont de ce point de vue-là plus soucieux de l'argent public, même si de leur côté, on aura peut-être des questions à avoir du côté des conflits d'intérêts, puisque ça, c'est un autre sujet. Ouais. Est-ce que vous avez définitivement rangé votre calculette, ou alors vous êtes encore très actif ? Écoutez, je vais, notamment à la demande de vos confrères, continuer à travailler sur ces thèmes-là avec des universitaires. On va créer un laboratoire d'idées qui va continuer un peu tout ce travail, l'approfondir d'ailleurs. Et former des jeunes élus aussi. Former effectivement des gens à enquêter, à investiguer sur ces sujets. Merci à vous, René Dosière. Pour le monde entier, Aung San Suu Kyi est l'incarnation de la lutte pour la liberté, la démocratie, une icône des droits de l'homme. Mais depuis fin août, en Birmanie, elle offre un tout autre visage, celui d'une femme politique au pouvoir impitoyable vis-à-vis des Rohingyas. Une minorité musulmane qui fuit les persécutions de l'armée birmane, des villages brûlés, des femmes violées, des hommes et des enfants massacrés. L'ONU parle ouvertement d'un nettoyage ethnique. En quelques semaines, plus de 500 000 personnes ont fui dans l'urgence vers le Bangladesh voisin. Rohingyas, les damnés de Birmanie, c'est un reportage de Nicolas Bertrand et Thomas Donzel pour Caravelle Productions. Tout se passe à la nuit tombée. Les bateaux arrivent au Bangladesh dans l'obscurité totale. Il faut attendre le petit matin pour que les silhouettes laissent place à des visages. Des visages d'hommes, de vieillards, mais surtout de femmes et d'enfants. Peux-tu prendre ce sac? Tiens-le comme ça, sinon ça va tomber. Ces réfugiés exténués sont des Rohingyas, des musulmans de Birmanie poussés à l'exode. Ils fuient la mort,
Ici, ils sont désormais en sécurité. Le soleil se lève sur l'autre rive, en Birmanie. La rivière sert de frontière. En 6 semaines, côté Bangladesh, les pêcheurs ont vu traverser plus de 500 000 personnes. Et autant d'histoires dramatiques. Tout a été brûlé dans ce pays. Les gens ont été massacrés. Ils leur ont dit « foutez le camp ». Au loin, des colonnes de fumée s'élèvent d'un village birman. C'est ce que fuit la famille d'Haroun. Est-ce que vous pouvez m'aider à la lever? Ils marchent depuis 3 jours et 3 nuits. Avec son frère, ils portent leur mère blessée sur ce brancard de fortune. Les 2 sœurs suivent. Leur vie tient désormais dans quelques sacs. Leur village, Shahapordia, a été attaqué au petit matin. L'armée birmane a ouvert le feu. 2 oncles, une tante et un neveu ont perdu la vie. Certains ont pu prendre la fuite, mais eux sont restés coincés avec la grand-mère, gravement touchée. Ici. C'est ici. Ah mon Dieu. Elle a vraiment failli y passer. Ils l'ont battue, ils lui ont donné des coups de pied dans le ventre et depuis elle souffre. Nous n'avons aucun médicament à lui donner. Au début, les militaires ont encerclé notre village, nous ne pouvions plus sortir. Les soldats se cachaient dans la jungle et quand quiconque essayait de partir, ils tiraient dessus. Après plusieurs jours sans bouger, sans manger, ils ont tenté leur chance et rejoint la frontière. Il leur reste un dernier bras de rivière à traverser avant d'arriver au premier village du Bangladesh. Mais la famille ne part pas au complet. Les 7 petits-enfants et 2 adultes ont disparu depuis l'attaque. Mes enfants étaient avec leur père et moi je suis restée avec ma mère. La maison de ma belle famille est dans le village d'à côté. Le village a été complètement brûlé. Nous les avons perdus, je n'ai aucune nouvelle. En quelques jours, toutes ces vies ont basculé. Peu importe où nous trouverons de la place, nous irons là-bas. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Mais rien, ni personne ne les attend. Haroun, sa mère, sa sœur, s'arrêtent à l'abri pour prendre un peu de repos. Derrière eux, c'est le chaos. En quelques semaines, l'armée birmane a brûlé 200 villages au moins et ouvert le feu sur ses occupants. Les seules images que nous possédons ont été filmées par des habitants, des Rohingyas eux-mêmes. C'était ma maison. La zone est interdite aux journalistes. Les civils Rohingyas sont devenus des cibles, village après village. Au bord de la rivière, chaque jour, des corps sont charriés par le courant. Impossible de savoir combien de personnes ont été tuées. Plusieurs milliers, selon des rapports de l'ONU. En un mois, 1 demi-million de réfugiés sont arrivés au Bangladesh, installés dans d'immenses camps de fortune. Sur chaque colline, dans chaque espace, les survivants de ce qui ressemble à un nettoyage ethnique. Dans les camps, les moins chanceux s'entassent au bord des routes. Les autres
S'ils trouvent des bambous et un morceau de bâche en plastique, construisent des tentes que se partagent plusieurs familles. Une fois au Bangladesh, les Rohingyas sont livrés eux-mêmes. Et la mousson rend les choses encore plus compliquées. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Nous mourons de faim depuis hier. Il n'y a rien à manger. Et nous n'avons pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Est-ce que vous imaginez combien j'ai faim? Il a fallu plusieurs semaines pour que les distributions alimentaires commencent. Au compte-gouttes. Avec les arrivées quotidiennes de réfugiés, les besoins grandissent sans cesse. Ramot Ali tente de survivre comme les autres. Il est Rohingya. Chez lui, en Birmanie, il travaillait pour l'ONG française Action contre la faim. Mais avec le début des combats, les humanitaires ont dû quitter le pays. J'ai vu par moi-même les tueries. Depuis le toit de notre maison, je pouvais tout voir. La fumée, ils brûlaient tout. C'était effrayant. Et ce n'était pas sûr de rester là-bas. Donc j'ai décidé de m'enfuir, de venir ici. Le jeune homme a une obsession. Comprendre. Qui a poussé son peuple à l'exode? Alors il passe de groupe en groupe pour recueillir des témoignages. Aujourd'hui, un de ses amis, ici en blanc, a organisé une rencontre avec d'autres Rohingyas. Tous vivaient dans le même village, Tolatuli. Il ne reste plus que 3 personnes dans sa famille. Tous les autres sont morts. Et chez lui, ils ne sont plus que 2. Tolatuli, 4000 habitants. Restera peut-être comme le nom du pire massacre perpétré par l'armée birmane. Tour à tour, ces rescapés vont livrer leur récit de cette journée. Tout commence le 30 août 2017, à l'aube, quand les soldats entrent dans le village. La situation était telle que nous ne pouvions nous enfuir ni par l'ouest ni par le nord. Ils nous encerclaient de tous les côtés possibles. Comme nous étions bloqués au milieu, nous avons sauté dans la rivière. Mais elle était si large que nous n'avons pas pu traverser. Quand ils ont vu que nous étions bloqués au milieu, ils ont commencé à tirer sur nous, l'un après l'autre. Les soldats tuent tous les hommes et les enfants. Avez-vous jamais vu quelque chose comme ça? Ils jetaient les enfants dans le feu, sous nos yeux. Certains enfants étaient jetés dans la rivière, d'autres étaient fracassés contre les murs jusqu'à ce qu'ils meurent. Cette torture, je l'ai vue sous mes yeux. Combien de Rohingyas ont-ils tué d'après vous? Je pense qu'au moins 1500 personnes sont mortes, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas pu compter tout le monde. C'est une estimation. Eux ont réussi à se cacher de l'autre côté de la rivière, à moins de 100 mètres, pétrifiés. Les femmes ne sont pas tuées tout de suite. Mohamed Suleiman avait 7 filles. Elles ont connu l'enfer, comme sa femme. 4 d'entre elles sont mortes. Ils ont ramené les femmes dans les maisons, depuis la berge, et ils les ont violées. 3 de mes filles ont été violées pendant 4 à 6 heures. Les soldats se relayaient. Après le viol, elles ont été battues à mort, et ils ont laissé les corps dans les maisons et brûlé les maisons. 7 filles ont réussi à s'en sortir vivantes. Ce sont ces 7 filles qui nous ont raconté ce qui s'était passé, comment ils ont massacré et brûlé nos femmes. La maman de Nour Qaïda est morte ce jour-là. Du haut de ses 7 ans, la petite fille se souvient en détail de ce qu'elle a vu. Moi aussi, j'ai sauté dans la rivière. Ils ont pris ce qui était resté sur les berges et ils ont séparé les hommes et les femmes. Ils ont forcé les hommes à creuser un grand trou
Ils ont jeté les cadavres dans le trou, ils ont mis de l'essence et tout brûlé. Ma maman me manque. Tous, dans ces immenses camps, racontent des histoires similaires, où l'armée est directement mise en cause. Mais qui a donné les ordres? Ramot Ali a rendez-vous avec un homme qui ne veut pas être filmé, un Rohingya comme lui, qui vient tout juste d'arriver de Birmanie. Cet homme remet à Ramot Ali un appareil photo et surtout une carte mémoire. Elle contient plusieurs vidéos filmées lors des attaques des villages de Rohingyas en Birmanie. On y voit surtout un hélicoptère. Regardez celui-là, en train de voler. L'homme qui a filmé cette vidéo m'a expliqué qu'après le passage de l'hélicoptère, 5 minutes après, le feu commençait à ravager les maisons. A-t-il vu quelque chose tomber de l'hélicoptère? Oui, il a vu quelque chose tomber de l'hélicoptère, mais il ne sait pas ce que c'était exactement. Et c'était un hélicoptère de l'armée? Oui, il a dit que c'était de l'armée. Selon lui, si des hélicoptères ont été utilisés, le plus haut commandement de l'armée birmane ne pouvait ignorer ces attaques. C'est une bonne preuve que ceux qui sont derrière l'incendie des maisons sont des militaires. C'est une bonne preuve. Les témoignages et les preuves disent tous la même chose. Les violences ciblées, la terreur, la destruction par le feu. L'armée birmane rend impossible tout retour au pays. C'est la définition même d'un nettoyage ethnique. Les experts de Human Rights Watch sont arrivés à la même conclusion. Pendant un mois, ils ont mené des entretiens dans les camps de réfugiés. Mais ils se servent aussi d'une autre technique, l'analyse des images satellites. Elle leur a permis de comptabiliser le nombre de villages brûlés, plus de 200. Leur enquête les a aussi conduits à Tolatuli. Voilà le village de Tolatuli, le site d'un des massacres les plus importants que nous ayons découvert pour le moment, avec le meurtre de centaines de personnes, commis par des soldats de l'armée birmane en uniforme. Nous ne parlons pas d'une foule en colère, mais bien de militaires en uniforme qui ont perpétré ces atrocités. Et pour cette organisation de défense des droits de l'homme, si l'armée est impliquée, il y a des ordres, un commandement, une hiérarchie qui doit être poursuivie devant les tribunaux internationaux. Je fais des enquêtes sur des crimes de guerre depuis plus de 20 ans pour Human Rights Watch. Et certaines histoires que nous avons entendues ici sont les pires histoires auxquelles j'ai été confronté dans ma vie. C'est un conflit d'un genre extrêmement brutal, comme ce que nous avons pu voir au Rwanda ou encore en Bosnie. Les pays du monde doivent absolument se rassembler et agir pour arrêter ces atrocités. À la fois la violence pure et l'ampleur des massacres qui ont été commis en Birmanie nous indiquent qu'il s'agit de crimes contre l'humanité qui sont perpétrés. Il faut qu'il y ait une enquête et des poursuites qui soient lancées au niveau international. Mais au niveau international, il n'y a eu que des mots. Ceux de l'ONU d'abord. La situation semble être un exemple classique de nettoyage ethnique. Nous avons reçu des rapports troublants d'attaques des forces de sécurité contre des civils, ce qui est totalement inacceptable. Plusieurs chefs d'État utilisent des termes très forts. Les opérations militaires doivent cesser. L'accès humanitaire assuré et le droit rétabli face à ce qui est, nous le savons, un nettoyage ethnique. Mais rien ne change.
La Birmanie balaie toutes les demandes de cessez-le-feu. Aung San Suu Kyi, ancien prix Nobel de la paix, chef de facto du gouvernement birman, rejette les accusations de nettoyage ethnique et promet une enquête. Nous voulons savoir pourquoi cet exode se produit. Nous voulons parler à ceux qui ont fui, comme à ceux qui sont restés. Pour comprendre cet engrenage, il faut remonter la route de l'exode. Depuis les camps de réfugiés au Bangladesh, repasser le fleuve frontière et rejoindre l'état de Rakhine en Birmanie. Cette région est peuplée par les Rohingyas, une ethnie musulmane, venue du Bengale il y a plusieurs siècles. La principale ville est aujourd'hui contrôlée par les forces de l'ordre. Tous les musulmans qui vivaient ici ont été déplacés de force dans des camps-prisons en périphérie. Les 3 mosquées ont été fermées et sont gardées en permanence. Pour nous, journalistes, il est interdit de quitter cette ville. Partout des barrages, nous ne pouvons pas approcher les Rohingyas qui habitent toujours la région. Est-ce que vous avez une permission? Sans permission, vous ne pouvez pas passer, pas filmer non plus. Toutes les demandes de permission des médias du monde entier ont été rejetées depuis des semaines. Les gens disent que l'armée a brûlé des villages et tué des gens. Vous avez plus d'informations? Je n'ai pas entendu parler de ça. Enfin, pas beaucoup. Mais cela, c'est de l'information militaire. Ne restez pas là. Le lendemain matin, entre 2 patrouilles, nous allons pourtant contourner les barrages pour nous rendre dans un des derniers villages Rohingyas de la région. Il s'appelle Katin Peak. 450 familles habitent ici. Ce village est identique à ceux qui ont été attaqués et brûlés. Des maisons en bois et des toits en tôle. Pour le moment, il se trouve en dehors de la zone des combats. Il a été épargné. Mais les habitants sont inquiets. Ils savent que partout ailleurs, des Rohingyas comme eux ont été tués ou ont dû s'enfuir. Kainton a 26 ans. Il est né et a toujours vécu ici. Il sera notre guide. Même s'ils ont pu rester dans leur village, les règles se sont durcies depuis 2012. Les règles d'une prison à ciel ouvert. Nous avons interdiction d'aller sur cette route. Et c'est la même chose pour tous les autres endroits, même si nous voulons y aller. Si quelqu'un nous voit sur la route, il va nous demander « Que fais-tu là ?» Et si nous ne pouvons pas répondre, nous serons frappés et la police va venir. Si nous nous trouvons sur la route après 18 h, ils nous demandent « Y a-t-il une raison pour que vous soyez là? C'est quoi votre business? Ce n'est pas votre zone. » Cette route, c'est pour les Birmans. Ils disent que nous sommes bengalis et que nous n'avons rien à faire là. Et ils nous insultent. Le jeune homme a décidé de prendre en charge l'éducation des enfants du village. Depuis plusieurs années, les professeurs de l'État ont cessé de venir. Il n'y avait plus personne pour enseigner. Prenez vos livres d'anglais. Cette petite classe et ce professeur amateur, c'est tout ce à quoi ces jeunes Rohingyas auront droit. Il n'y a aucune place pour eux dans la société birmane. Même s'ils terminent l'école à 15 ans, et même s'ils réussissent ensuite l'examen d'admission, ils ne peuvent pas aller à l'université. Ils ne recevront pas l'autorisation de s'y rendre. Même avec un diplôme, le gouvernement ne leur donnera jamais de travail. Même avec un diplôme, leur vie ne débouchera jamais sur rien. Pour moi, c'est la pire injustice. Les bouddhistes, eux, ils peuvent apprendre dans les écoles, aller à l'université. Mais pour nous, c'est interdit. C'est la plus grande des injustices. Les bouddhistes, ils ont beaucoup de diplômes prestigieux. Nous, nous n'avons rien. Nous sommes complètement bloqués. Cette absence de futur, de projet, les enfants en ont conscience dès le plus jeune âge. Les enfants bouddhistes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les musulmans ne peuvent rien faire. S'ils nous voient, ils se moquent et ils nous frappent.
Nous ne pouvons aller nulle part. Les discriminations sont quotidiennes et dans tous les domaines, semblables à la politique de l'apartheid autrefois en Afrique du Sud. Sauf qu'en plus, aujourd'hui, ce qui terrorise Kainton, c'est la violence qui se rapproche. Je suis inquiet que la violence arrive par contagion dans notre village. Là-bas, les gens ont été tués. Et s'ils ont survécu, ils se sont sauvés au Bangladesh. Mais pour nous, c'est trop loin. Nous ne pourrons pas fuir. Je pense qu'ils brûlent les maisons et volent nos biens parce qu'ils veulent que nous devenions leurs esclaves. Je pense que leur intention est de détruire les Rohingyas, de les faire disparaître. L'armée birmane n'est pas seule à mener ses raids punitifs contre les Rohingyas. Souvent, des villageois ont pris part aux attaques. Des Birmans chauffés à blanc par les journaux locaux, tous aux mains des militaires. Mais une autre institution extrêmement puissante dans le pays n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu. Il s'agit des moines bouddhistes. Voici Ashin Kumara, un sage, un religieux extrêmement influent. Il dirige 47 monastères comme celui-ci. Il se décrit comme un homme de paix. Ce hall, c'est pour la méditation. Et nous l'utilisons aussi pour les sermons. Un homme de paix qui s'affiche pourtant avec les plus hautes autorités militaires de Birmanie. Une fierté. Pour le moment, nous travaillons avec le gouvernement des provinces, de l'État et avec l'armée. Si nous avons le moindre problème, nous travaillons tous ensemble, parce que nous sommes les mêmes. J'essaie de les conseiller au maximum. Avant que les attaques ne se produisent, nous avons reçu des informations top secrètes. Et nous avons averti les forces de sécurité pour qu'elles renforcent la vigilance. Le moine informateur a pris fait et cause pour l'armée birmane. Il rejette en bloc toutes les accusations de nettoyage ethnique. Donc les gens pensent que les musulmans sont persécutés d'après les informations internationales qu'on reçoit. Et les prix Nobel de la paix, comme Malala et Desmond Tutu, disent également la même chose. Mais sont-ils jamais venus ici? Sont-ils allés dans les villages? Ils n'y ont jamais mis les pieds. Mais plus encore, ils minimisent l'exode de ces musulmans qu'ils refusent d'appeler Rohingyas. J'ai beaucoup de doutes sur ce chiffre. 500 000 réfugiés. Comment un si grand nombre de personnes auraient fui le pays en si peu de jours? Même les Nations Unies et les ONG auraient besoin de plusieurs mois pour compter un si grand nombre de personnes. Comment le gouvernement du Bangladesh pourrait compter tous ces gens en une période si courte? Et pourquoi tous ces gens s'enfuient? Ils fuient parce qu'ils étaient attaqués? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Nous sommes allés là-bas, nous avons vu ces réfugiés directement. Les camps sont énormes. Et chacun d'entre eux nous raconte la même histoire. L'armée de Birmanie, avec des uniformes, est venue à brûler les villages, tuer les hommes, violer les femmes. Pourquoi l'armée birmane a fait une telle chose? S'ils sont innocents, pourquoi les militaires brûleraient leurs maisons? Je pense qu'ils n'ont fait cela qu'aux terroristes. Les militaires et la police n'ont pas commis ces crimes brutaux. Vous savez, certains musulmans se battent pour eux-mêmes et leur peuple. Ils ont des plans, une stratégie. Certains ont même brûlé leur propre maison et ils se sont enfuis. La solution qu'ils prônent est radicale. La frontière avec le Bangladesh fait plus de 110 km de long. Il faut que nous construisions un mur sur au moins 65 km. C'est comme entre Jérusalem et la Palestine. Notre frontière n'a pas de mur. Nous avons juste des barbelés. Ce n'est pas suffisant. Oui, ils sont étrangers, des illégaux.
Le moine répète en boucle ce discours de rejet. Très loin de l'image de paix de la religion bouddhiste, sans aucune compassion pour les Rohingyas. Et le leader religieux a énormément d'influence, à l'intérieur comme à l'extérieur des monastères. Il partage ses idées avec la communauté bouddhiste, les fidèles, avec les jeunes recrues aussi. Par exemple, si dans un village, disons qu'il y a 100 personnes, et s'il y a un seul musulman dans ce village, le reste des 99 habitants aura peur de ce seul musulman. Quand va-t-il nous tuer? Quand va-t-il nous empoisonner? Bien sûr, c'est beaucoup mieux s'ils ne sont plus là. Le résultat d'années d'intolérance entre communautés, de lutte pour des terres, pour le pouvoir. Mais face à ce discours radical, et après des décennies de discrimination, certains Rohingyas ont décidé de se rebeller, de se battre pour leurs droits. Fin 2016, ils ont formé une milice armée, la voici. Elle s'appelle Arsa. Ils sont une poignée, 4 à 500 personnes, équipées de couteaux et de bâtons, de quelques fusils aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? Tant que nos droits élémentaires sont bafoués, nous n'arrêterons pas le combat. Le 25 août dernier, ils ont pris d'assaut une trentaine de postes de police et tué au moins 12 membres des forces de l'ordre. C'est cette attaque qui a déclenché les représailles de l'armée birmane contre les villages. Depuis, les membres d'Arsa se cachent. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux, Faisal. Il dirigeait un groupe de 80 combattants. Sans montrer son visage, il reconnaît avoir attaqué l'armée birmane et avoir échoué. Nous n'avons jamais reçu les armes promises par nos chefs. Les militaires et les policiers nous ont pris en embuscade et nous ne pouvions plus avancer. Comme nous n'avions pas d'armes, nous n'avons pas pu nous battre. Quand ils ont commencé à tirer, il n'y avait rien à faire d'autre que de s'enfuir. Je n'avais qu'une machette et un long bâton en bois, c'est tout. Ils racontent qu'ils ont opté pour la violence quand ils ont compris qu'ils n'obtiendraient jamais gain de cause, qu'ils seraient toujours humiliés, persécutés. Je ne pense pas être un terroriste. Je suis Rohingya. Je vis dans un village de Rohingyas. Pourquoi voulez-vous m'appeler terroriste? Nous sommes des êtres humains, comme vous. Nous voulons juste nous battre pour nos droits, pour que notre peuple vive enfin en paix. C'est tout. Je demande au monde entier, n'avez-vous pas vu les atrocités qu'ils nous infligent? Où puis-je aller pour demander justice? Qui va écouter notre voix? Même si nous n'avons pas gagné ce combat, au moins aujourd'hui les gens parlent de nous. Le monde sait qui sont les Rohingyas. Et c'était aussi un de nos objectifs. Dans les camps du Bangladesh, Noor Qaïda et son papa marchent depuis 2 heures. La petite fille de Tola Tuli, qui a vu sa mère assassinée sous ses yeux, ne lâche pas son père d'1 centimètre. Un ami les a prévenus. Certains de leurs proches auraient survécu au massacre. On m'a dit qu'il serait par là. Un espoir fou, après des semaines de cauchemars. Et finalement, au hasard d'une allée, Ne pleure pas. cette jeune femme en larmes est la cousine germaine de Noor Qaïda. Vous êtes les seuls qu'il me reste. Elle pensait être la seule survivante de la famille. Quand les soldats nous poursuivaient, j'ai réussi à m'échapper, mais mes parents ont été massacrés. Nous avons vu beaucoup d'autres personnes tuées et brûlées. Aujourd'hui, enfin, je retrouve mon oncle. Enfin. Nous sommes arrivés ici il y a 1 mois. Pour la petite fille, cette rencontre est une lueur d'espoir au milieu de l'enfer.
Je suis quand même très heureuse aujourd'hui. Mais je pense à ma maman tout le temps. Elle me manque toujours autant. Je peux pas manger, j'ai plus personne pour prendre soin de moi. La génération de Nour Qaïda grandira probablement dans ces camps. Son père sait qu'il n'a rien d'autre à lui offrir. Comment voulez-vous que je pense à l'avenir? Que dois-je faire avec ma fille? Comment puis-je la sauver? Si un jour nous obtenons le droit de rentrer au pays, nous voulons rentrer chez nous, dans notre maison. C'est la seule chose qui compte à présent. Un retour en Birmanie semble pourtant inconcevable aujourd'hui. Les Rohingyas n'ont même pas de papier. Les autorités birmanes leur ont toujours refusé la citoyenneté. Combien de temps vont-ils vivre sous ces bâches en plastique? Un demi-million de personnes sur quelques kilomètres carrés. La tragédie du peuple le plus persécuté au monde. C'est la fin de ce numéro d'Envoyé spécial. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. La soirée de l'info se poursuit avec, dans un instant, complément d'enquête présenté par Thomas Soto. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.